Bienvenue à tous, merci de votre participation. Pour écouter notre session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Merci. On behalf of ICLEI Africa, the African Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa, and the Red Cross Crescent Climate Center, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2024 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is our 4th edition of our Rise Africa Action Festival, which brings together insights, practices, and visions from across the continent under this year's theme of Solutions Only, Failures Also. This year's theme provokes us to change the way we view our cities and approach their development, particularly to promote a solutions orientation to our worldview. The festival invites you to embrace different ways of knowing, to seek ways to bridge science, policy, business, and arts in creative ways. It invites you to forge new partnerships, experiment with new concepts and ideas, and drive change in your homes and communities. This year's festival, we are running a social media storm to share how urbanization is happening in Africa, that cities can be centers of possibility, and how we can inspire action for sustainable African cities. Please share these for the days of the festival, including Africa Day, the 25th of May. As is tradition, we invite you to enter this session in a spirit of creativity. Hello, my name is Gesha Aletta, and my poem is titled, How Can We Be Afraid of the Light? The hour before dawn rouses the birds. They sing their excitement for the light. We toss and turn beneath our covers. We choose sleeping rather than sight. Without resting, there can be no labor. We need the darkness for a season. When the time comes to turn the light on, we're beside ourselves with reasons. Why we can't turn off the beaten path. Why what it asks is maybe decades or centuries away. Why it's too great to bear the burden that change asks. Why the fire and the light are dangerous because of the trails they blaze. He said, the truth will set you free, but first it will piss you off. We want change to seduce us boldly, but only with the lights off. How can we be afraid of the light? How can we hide from the glistening of tears? How can we abandon our efforts and failures? How can we be corralled by our fears? How can we be afraid of the light? How can we shy away from smiling with all our teeth? Why don't we bind our wounds with laughter's balm? How dare we bury our humanity beneath? There's a beating heart in every chest, and it's longing for a chance to run towards the finish line, whether it comes first or last. Hearts aren't swayed by competition to cease beating because of the chorus of other beating hearts. When did we become renegades towards this intuition? Perhaps if we stop trying to conquer, colonize, destroy, dominate, is where winning starts. Amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et soyez les bienvenus à notre session. Notre session, c'est le pouvoir d'une pensée collective et l'impact du changement collectif avec, à travers une formation des acteurs. Aujourd'hui, j'ai environ quelques présentateurs. Notre première présentation, on va commencer. C'est un consultant privé et l'équité de développement durable. Elle travaille avec plusieurs institutions. Et ce qui est intéressant à connaître, c'est que l'un des régions ou des directeurs de l'Italie en Afrique, je suis très heureuse de accueillir Gestude, peut-être accorder la parole à Gertrude de s'exprimer et de saluer l'audience. J'ai aussi le professeur Chito. Professeur Chito, c'est dans le département de géographie et à l'université de la Zambie. Elle a découvert les formalités sur le changement climatique
et d'autres transports, l'urbanisation humaine, sanitaire. Elle travaille dans la politique de l'urbanisation nationale et le cadre de vie. Soyez le bienvenu, professeur Wilma Chito. J'ai aussi Window. Window, c'est une planification. Elle a travaillé pour le gouvernement et pour le secteur privé. Elle a participé aux conférences de 2014. Elle est assistante dans la chercheuse élabore des projets de recherche depuis l'université. Et à présent, Window travaille en tant que planificatrice. J'ai aussi Sylvia. Sylvia travaille avec le ministère de la décentralisation locale. Elle est experte en plan l'urbanisation écono-sociale, économie sociale, et elle a déjà fait parcourir beaucoup de travail dans ce domaine. Et dernièrement, j'ai aussi Aida Sakana. Aida est aussi planificatrice urbaine. Euh, Elle a l'expérience dans planification et elle a mis en place un certain nombre de projets dans le domaine durable. Soyez tous les bienvenus. La session d'aujourd'hui prendra en compte deux présentations. Et la première présentation, qui sera faite par le professeur Nchito, va se focaliser comment faire construire le changement climatique de résilience et la solution et quelles sont les stratégies que nous pouvons utiliser pour conduire ce projet. Cela étant, je vais vous confier la parole à Wilma Nchito pour votre présentation. Merci. Merci bien, William, pour cette introduction. J'espère que vous me recevez parfaitement. Évidemment, on vous reçoit 5 sur 5. Merci pour cette introduction. Et tel que ça a été nous sommes en train de discuter sur la puissance, le pouvoir de pensée collaborative et l'impact du changement climatique à Lusaka à travers les multi-acteurs d'information en utilisant des solutions à base communautaire et des stratégies de la base à adaptation. Voici le plan de ma présentation. J'ai décidé de voir les questions importantes à travers les recherches ou des analyses, le travail qui, quoi, comment, ça se passe. Et j'ai utilisé ces points interrogatifs pour voir les exemples par rapport aux mesures et des solutions à base naturellement. Je ne vais pas parler de statistiques, sur le plan mondial, l'urbanisation et les statistiques du changement climatique. J'espère que nous sommes tellement habitués à ça, mais ce que je vais donner le bref aperçu sur l'historique de l'inondation de l'Osaka. L'Osaka a eu des cas d'inondation avec cette histoire de changement climatique. L'incident a beaucoup augmenté et nous avons l'inondation partout dans la ville et la situation devient de plus en plus ampliée. La ville devient une ville d'immigration. La plupart des endroits qui ont eu d'impact alloués autour de la ville. Problème de connexion de la part de l'intervenant, bien sûr. Nous venons de perdre la présentatrice, c'est-à-dire le professeur Nchito. Apparemment, elle a un petit souci de la connexion Internet.
Donc, peut-être que nous allons voir comment ça va se passer. Je ne me vois pas. Peut-être. Oh, ne vous inquiétez pas, on vous voit. Peut-être nous allons accorder la parole à Gertrude Nganda, puisque l'autre professeur, on l'a perdu, elle a un problème de connexion. Nous allons inviter Gertrude Nganda pour sa présentation. D'accord, on m'appelle Gertrude, je suis planification urbaine. Je vais parler des concepts clés et des stratégies pour gérer les impacts du changement climatique, surtout dans cet centre. Il y a plusieurs concepts. J'ai juste essayé de sélectionner environ 15. Je vais essayer de les parcourir très rapidement. Et ensuite, et parler de ces concepts. Le tout premier concept, c'est la mitigation et l'adaptation. La mitigation, telle que tout le monde le sait sur cette formation, c'est la réduction de gaz vert, de l'émission de gaz vert pour diminuer le taux de changement climatique. L'adaptation, c'est de s'accommoder à la situation actuelle de l'impact du changement climatique tel que le niveau élevé de la mer et des désastres naturels qui sont fréquents. La mitigation et l'adaptation sont essentiellement des processus complémentaires pour faire face au changement climatique et pour sauvegarder l'avenir de l'écosystème et de la population et des activités économiques. Docteur, j'ai commencé cela à Lusaka parce qu'en disant, Lusaka est tellement confronté à cette situation d'inondation. J'ai quelques diapos ici pour montrer à quoi c'est l'adaptation et certaines stratégies qui peuvent être entreprendre. Par rapport à la mitigation, il y a des efforts par rapport à l'énergie renouvelable plus efficace dans ce processus. L'éco-friend à travers la transplantation, évidemment, des changements dans nos comportements, dans nos manières de consommation. En ce qui concerne l'adaptation, où on fait face à plus de systèmes de résilience, des choses comme l'agriculture, la limitation des zones à risque, et des barrières de l'inondation et dans certaines zones comme le fer, zone verte et ainsi de suite. D'accord. Ces diapos montrent la différence entre la mitigation et l'adaptation. C'est la diapo que j'utilise souvent pour illustrer la mitigation et l'adaptation et la capacité d'adaptation. Ici, vous verrez qu'il y a une casserole. Quand c'est chaud, vous sautez ici, vous mitigez, sautez dans, s'assurer que la marmite fraîche et d'autre côté, vous faites la même chose, mais en restant dans la marmite. C'est la manière d'illustrer la différence entre les deux concepts, adaptation et mitigation. La prochaine, c'est la capacité d'adaptation et de la vulnérabilité. Capacité adaptée, c'est l'adapter du système pour s'accommoder à changement climatique et les variables et les dommages potentiels et profiter des opportunités pour gérer et avec les conséquences. À ce niveau, je pense que ce qui est le plus important, c'est parce que quand on regarde la capacité à s'adapter, surtout dans les zones urbaines, pour les jeunes qui sont dans le dispositif, qu'est-ce que cela se présente, qu'il peut faire
ou bien comment ils peuvent faire pour faire face à cet effet du changement climatique. Évidemment, il y a un certain nombre d'éléments et ce concept explique ce que cela présente. L'exposition, c'est le concept entre les individus et d'autres aspects biologiques, psychologiques, y compris les stress affectés par le changement climatique. L'état de la vulnérabilité détermine aussi votre capacité à s'adapter ou bien à faire face à l'impact du changement climatique. C'est le diapo, un concept très simple. L'autre concept que j'ai, c'est la résilience. Hein, la capacité, renforcement de capacité, la résilience pour absorber et s'en sortir du changement climatique, y compris les stress que cela présente. La résilience d'un certain nombre de personnes et de la communauté détermine la manière dont ils vont se adapter. Donc, si vous n'avez pas la résilience qui se présente à travers plusieurs formes, peut-être probablement votre niveau de revenu, et si vous êtes affecté par le changement climatique et que vous ne disposez pas les moyens, les effets seront plus dangereux. Mais quand vous avez suffisamment de moyens, vous pouvez faire face facilement d'une manière compensatoire aux effets de changement climatique avec probablement acheter tout ce dont vous avez besoin, même s'il fait très chaud, hein, dépenser de l'argent pour réduire l'effet. Même s'il fait très froid, vous pouvez acheter un chauffage pour faire face à cet effet. Évidemment, nous avons différentes manières de s'adapter, que ce soit des hommes aux femmes, des enfants. Nous avons nos manières différentes à faire face aux impacts du changement climatique, surtout évidemment quand il est question de santé et d'autres manières de s'adapter. Autre concept sur lequel je vais parler, ce sont les infrastructures de résilience de l'impact de la changement climatique dans une ville, dans une communauté, dans un arrondissement. Nous devons élaborer. Qu'est-ce que cela veut dire? Élaborer ou bien construire les infrastructures appropriées pour faire face aux menaces du changement climatique. Je suis sûr que Dr. Chito va parler de cette ville à Lusaka, surtout dans la zone Kwangwa et d'autres villes qui sont proches des rivières et des villes proches des zones de la mer ou bien de l'océan. Si vous êtes tombé dans l'inondation, ils doivent construire les infrastructures qui peuvent faire face aux effets de l'inondation. Quand il y a une inondation, pour que les bâtiments ne tombent pas ou bien pour que l'eau n'entre pas dans les chambres. Ça, c'est important. C'est la stratégie, c'est c'est de s'assurer que les constructions ou les infrastructures autour des zones affectées sont résilients à cette histoire que n'importe quel impact ou effet apporté par le changement climatique. Et d'autres concepts, c'est la durabilité. Évidemment, c'est l'environnement, les pratiques de conseil, les technologies pour réduire les gaz à effet carbone, maintenir l'équilibre entre les bénéfices socio-économiques et les impacts sur l'environnement. C'est un aspect très important parce que puisque nous parlons de la durabilité, de développement durable et nous parlons de l'équilibre entre l'économie et les résultats économiques et l'impact socio-économique, bien l'effet sur les personnes ou bien l'effet sur l'environnement. Et je pense qu'un exemple que je peux donner, c'est clairement en termes de pollution. Souvent, les industries sont polluants parce que pour eux, ils doivent produire et à travers leur système de production, ils doivent se faire de l'argent. Évidemment, ils polluent les rivières qui affectent la population et détruisent aussi l'environnement. Quand on parle de la durabilité, on parle du système de production où il y a l'équilibre entre entre le système de production ou le profit, l'impact sur les personnes et l'avantage socio-économique et l'impact que cela apporte sur l'environnement, souvent dans le côté, à travers les systèmes de production comme les mines, le domaine de production, etc.
vous voyez que l'accent se met sur la production et le profit, et sans prendre en compte l'effet que cela apporte sur l'environnement et la population. Voilà un autre concept très important. Et la prochaine diapo montre la durabilité qui interagit entre les trois, l'économie, l'environnement et la société. Et cela constitue à la durabilité. Et aussi, d'autres diagrammes que j'ai montrés où les gens profitent du changement climatique. Il doit y avoir de l'équilibre. Les zones bloquées, la zone numéro un, c'est-à-dire ce qui se trouve au côté, c'est l'interface entre l'environnement et l'économique, l'interaction qui lié à l'efficacité énergétique et l'utilisation des ressources naturelles. Alors, cela implique aussi les politiques, la politique au sein d'un pays ou d'une municipalité pour s'assurer qu'il y a suffisamment d'énergie, les subventions pour rendre équilibre ce qui ressort entre le processus environnemental, c'est-à-dire les ressources naturelles utilisées pour la gestion de la pollution, la prévention, etc. C'est la pollution de l'eau, des terrains. Du côté économique, le bénéfice, le coût efficace, la croissance économique, etc. Sur la socio-économique, quand on parle de l'éthique des affaires, les menaces, le droit humain, pour que tout ce qui peut se produire au sein de l'environnement ou bien au sein d'une installation, dans une zone, nous devons voir l'interaction entre tous ces éléments. Alors, c'est clair. Et aussi l'aspect social. C'est très important de voir le niveau de vie, l'éducation, la communauté, l'équilibre au niveau de la communauté ou bien les opportunités qui se présentent au niveau de la communauté. C'est la raison pour laquelle vous trouvez les sociétés minières sont forcées à prendre en considération les besoins des personnes parce qu'elles créent certaines perturbations environnementales. Ils doivent s'assurer qui subventionnent l'éducation ou bien les services sociaux ou ils assurent certaines responsabilités à payer n'importe quel dommage qu'ils apportent à l'environnement. Évidemment, le profit, les bénéfices qu'ils gagnent puisqu'ils profitent de l'environnement et de la nature, l'écosystème. Évidemment, la population qui sont dans cette zone doit bénéficier aussi de l'autre. Un autre concept, c'est l'écosystème, l'adaptation à base de l'écosystème. J'ai juste sélectionné quelques concepts que je pense qui sont utiles. Évidemment, l'adaptation à base de l'écosystème, c'est-à-dire pour protéger l'écosystème tel que la forêt, les zones animalières, l'océan, pour faciliter la régulation des services de changement climatique. Vous savez que l'écosystème dispose d'une capacité régulatoire et pour régler certains nombres d'aspects pour permettre à l'être humain de survivre et aussi d'avoir un état acceptable du bien-être. L'adaptation à base de l'écosystème, c'est une stratégie. La stratégie, peut-être, je vais expliquer. La plupart des concepts peuvent être des concepts, des stratégies pouvant permettre de gérer les effets du changement climatique. L'adaptation à base de l'écosystème, c'est une manière de s'adapter au changement climatique pour permettre des solutions à base naturelle et l'écosystème, puisque l'écosystème, quand vous départagez la nature de l'écosystème, il y a plusieurs choses qui peuvent se réaliser, surtout quand il y a des pertes de la biodiversité et que vous avez des problèmes dans la nature, problèmes pour des habitants, problèmes pour l'environnement. Donc, la biodiversité et la conservation de l'écosystème sont très importants. Le changement climatique, évidemment, nous devons nous adapter pour que le changement, l'adaptation au changement climatique et aussi des personnes qui vivent autour ont besoin de profiter de l'écosystème. Raison pour laquelle nous parlons de la solution à base naturelle, parce que ça fait partie des stratégies
Un autre concept que je pense qui est très important pour les services de l'écosystème, je ne sais pas si vous le savez, c'est protéger et la protection de l'écosystème. Pour maintenir les services sociaux comme l'eau, la purification hydrique et d'autres solutions comme on l'a dit, les services rendus par la nature. Et nous pensons aussi des aliments, des fruits, les végétales, le poisson, etc. Des produits qui sortent de l'écosystème naturel, n'importe quel profit dont les gens peuvent profiter de la nature avec les aliments, l'eau, etc. N'importe quelle chose que l'être humain peut avoir, hein, c'est des services hein, et donnés par l'écosystème. Et nous avons les services de régulatoire qui est donné par l'écosystème. Ils donnent plusieurs services qui peuvent rendre la vie facile aux gens. Hein. Nous savons tous les- tout ce qui peut sortir, tout ce qui peut donner les fleurs, les processus de la pollinification, etc. Et tous ces bénéfices, hein, l'écosystème et les autres. Il y a aussi un autre important, c'est-à-dire notre culture pour être une force constante dans notre vie. L'importance de l'écosystème, l'être humain peut suivre pour le début de l'être humain. À des moments donnés, en tant que l'être humain sur cette planète, nous dépendons de la nature et notre écosystème s'est perturbé. Cela perturbe aussi notre culture, et nos services et notre existence avec la nature. Il y a plus à faire, y compris la manière dont l'écosystème joue un rôle, hein, que ce soit au niveau culturel, la connaissance et le partage des idées, la créativité qui ressortent de l'interaction avec la musique, l'art, l'architecture, même les événements récréatifs. L'écosystème est très important à cause des services qu'ils rendent. Et je pense que il y a un cours que j'enseigne sur l'environnement et la culture qui est un cours très important. Nous sommes liés avec la nature de notre écosystème. Il y a des services d'appui, c'est-à-dire la nature nous donne plusieurs services comme la transformation naturelle, les, les nutriments, la création du sol et le cycle hydrique. Tous ces processus permettent à la santé de avoir les besoins fondamentaux pour notre vie. Sans tous ces services, je ne pense pas que nous n'aurons pas un monde qui sera très difficile pour nous à vivre. Le concept que je suis, c'est-à-dire les risques, c'est d'identifier les risques qui peuvent prendre à chaque fois que nous effectuons des évaluations environnementales. Nous devons voir les risques naturels de catastrophes naturelles, de voir quels sont les risques associés avec n'importe quel ce que cela peut créer comme changement climatique, évaluation de vulnérabilité, coûts et bénéfices, les analyses, etc. Mais cela est fait pour que l'information collectée puisse être utilisée comme appui et voir l'impact que cela peut apporter dans l'avenir, et mitiger et s'adapter dans les années à venir. Et aussi, vous avez un système d'alerte tôt hein, pour des hasards liés au changement climatique. C'est pour le processus, pour les objectifs politiques, pour que vous pouvez avoir le système pour vous permettre de planifier et de voir comment
En cas de désastre naturel, quels sont les processus pour ne peuvent pas arrêter ou bien pour ne pas arrêter les activités? Il y a aussi des solutions naturelles. Nous venons de perdre Jessude, peut-être on va l'accorder quelques minutes pour voir si elle va se reconnecter. Peut-être on va lui accorder une minute, peut-être on va éviter pour ce Chito. Est-ce que vous partagez mon écran? Si vous voulez, je peux partager ça avec vous. Désolé pour la coupure. C'est bon qu'on reprenne avec Gertrude parce qu'elle a déjà commencé avec le départ. Si vous maîtrisez les concepts clés, comment vous allez les utiliser, comment vous allez les incorporer, ces concepts dans vos activités journalières, hein, parce que j'ai déjà donné le terme pour voir changement climatique en utilisant la solution à base naturelle. Prochaine diapo. Diapo. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Voilà. La question, je pense que je vais commencer d'ici. Ce que nous recherchons, c'est dont nous parlons. Qu'est-ce que nous parlons de la résilience climatique? C'est quelque chose que nous devons avoir maintenant parce que il y a des villes qui font face au changement climatique. Nous devons changer la manière dont nous faisons. Changement climatique, si nous continuons à faire la même chose, ce sera pour notre propre perte. Par exemple, dans les années passées, Si nous devons communiquer à notre communauté, nous devons besoin comprendre la terminologie du changement climatique et
pour faciliter la biodiversité et accroître le bien-être de l'être humain. C'est de ce que nous appelons des solutions à base naturelle. Pourquoi avons-nous besoin de réagir? Pourquoi c'est très important pour qu'on commence à agir? La projection que les prévisions par rapport à la température chaude, certains pays sont touchés par 2 degrés que plus. Si nous atteignons ce degré qui est désastre, ce qui veut dire qu'il y aura plus de désastres naturels. Donc, la projection, c'est que, et ce que nous avons parcouru, traversé ces derniers temps, hein, c'est la chaleur, et cela va agir sur l'environnement et ça va faire accroître les incidents. Plus il y a de maladies dans la région sud avec le choléra, tout ce dont, en tant que planificateur, nous devons planifier. La communauté vont plus souffrir. Il y a des options pour la mitigation. Il y a moins de ressources qui peuvent aider à construire la résilience. Et ce que nous voyons, c'est le manque de services d'écosystème dans notre ville. Et cela se passe un risque très, très alarmant. Nous coupons nos terrains. À un moment donné, quand on parle de la température, il devient très chaud. Si vous suivez les journaux cette année, depuis dernier septembre, tous les rapports diront nous sommes à une période très chaude, surtout en matin. Nous sommes en novembre, ça va faire trop chaud. Jusqu'au mois de mai, en avril, hein, le mois de l'avril, c'est très chaud. Ça devient de plus en plus par comment nos actions changent. D'une manière euh, avec les incidents de la contamination hydrique, on utilisait des forages et nous avons maintenant le rationnement. C'est des réalités en tant que planificateur sont sur vos tables et comment vous pensez d'une manière différente. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la question qui? Qui sont ceux qui sont supposés à inviter? Si vous êtes à table et que vous disiez que vous voulez résoudre ce problème, qui sont ceux qui doivent être impliqués? Évidemment, vous devez faire une cartographie des acteurs parce qu'il s'agit d'une activité collaborative. Ce n'est pas une question d'une seule personne qui va résoudre le problème du changement climatique. Vous avez besoin d'approches multi-acteurs. Et ce cartographie va vous aider à voir différentes tables, hein, de sommets qu'il faut utiliser et pour chercher le problème que vous avez. Vous avez des problèmes, chercher la solution pour le partage et les actions à entreprendre. À ce niveau, vous devez décider qui sont invités à table. Vous devez sélectionner l'engagement en planification d'une manière qui peut aider toutes les voix à s'entendre. Vous savez, certaines peuvent être, cela ne veut pas dire qu'ils sont corrects. Vous avez besoin de planifier pour que toutes les voix s'accordent autour d'un seul point sur le temps et le respect. Voici le travail. À travers mon travail, mes recherches, nous avons découvert que les laboratoires de ville sont très, très efficaces. C'est une stratégie où vous invitez les acteurs clés à participer aux différentes activités et cela aide à identifier le problème et aussi je propose des solutions avec tous ces différents acteurs dans une salle pour une journée ou 2 jours. Changer l'historique de problème, chercher pourquoi nous avons le chaud, la chaleur qui augmente et quelles sont les solutions probables. Vous avez des situations, apporter des solutions. Et quelqu'un va dire, il faut qu'on plante des arbres. Bien dans des zones en irrigation, vous commencez à penser des suggestions. C'est une mode où cela marche, où vous avez des gens dans la salle, institutions, communautés, avec plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le problème, la solution. Prochaine diapo, s'il vous plaît. C'est l'image qui montre l'une des activités que nous entreprenons. Prochaine diapo.
les membres de la communauté, les académiciens, l'autorité locale, communale. C'est une image qui montre ce que vous devez faire sur la cartographie des acteurs. Vous avez besoin de la participation active. Vous avez besoin d'informations des personnes. Vous devez vous faire consulter, avoir des prises de décision communes, actions communes. C'est la durabilité des projets à entreprendre, aller même au-delà. Nous savons qu'en Zambie et dans la plupart des pays, une fois que le projet, le financement s'arrête, il n'y a plus d'appui pour cette communauté pour continuer à faire des solutions. Vous devez planifier tout cela. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voici une autre action que peut faire pour identifier vos acteurs. Une fois de niveau très élevé, vous devez les cartographier pour savoir quels acteurs avec besoin qui ont de pouvoir très élevé ou bien qui ont très important au départ. Même si c'est une faible participation avec une bonne idée, c'est juste pour aider à sélectionner les acteurs qui sont autour de vous. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Une fois cela est décidé, et vous avez besoin de solutions naturelles sur euh, le processus collaboratif pour identifier la solution. Également collaborer dans l'identification des problèmes, c'est pas seulement à vous de vous asseoir, c'est tous les partenaires qui viennent ensemble et qui disent à Kokayama, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de planter les herbes, nous avons besoin de A, B, C, D, ou nous avons besoin de toits verts. Le système participatif permet également aux partenaires de jouer leur rôle. Ils mettent les cartes sur table et ils disent, voici la contribution que je peux apporter. Je peux ramener la main-d'œuvre, je peux ramener la technologie, je peux ramener le biogaz, par exemple. Nous parlons de système d'écosystème et nous sommes dans une nation qui dépend beaucoup du charbon dont nous devons changer. Alors, la technologie pour le biogaz devrait atteindre les foyers démunis. Et alors, certaines institutions peuvent avoir cette technologie et peuvent avoir un transfert de technologie qui peut être fait avec les communautés. Alors, prochaine diapo. Alors, la question, comment continuer à vous planifier en tant qu'urbaniste? Vous devez être conscient de certaines situations. Par exemple, il y a 5 dimensions. Vous avez la dimension provisoire et pendant combien de temps, la durée de cette action et quel type d'action? Est-ce que c'est une action à court terme ou à long terme? Tout ceci a des implications. Et parfois, parfois nos actions sont sur le long terme, mais lorsque vous avez un projet, par exemple, qui dure pendant 1 an et que vous planifiez pour une action sur le long terme, cela va demander beaucoup plus de soutien et en ce moment, vous devez regarder, cela va impacter sur la santé de votre projet. Vous avez également des dimensions sociales spéciales d'espace. Quelle est l'étendue de votre activité? Est-ce que au niveau de la localité, est-ce que au niveau des foyers, est-ce qu'au niveau de la communauté, est-ce que tout cela a des implications sur les actions que vous devez prendre à ce moment indiqué? Et si c'est un espace spécifique, il y aura beaucoup de changements qu'il faudra mettre en place. Et en tant que planificateur, vous devez vous assurer que vous avez identifié la dimension spatiale, la dimension fonctionnelle, et cela comporte
la mise en place, arrêter les objectifs, définir les objectifs, qui va gérer une certaine activité qui est requise, quels sont les services qu'il faut, quelles sont les dimensions, les réglementations qu'il faut avoir en place, comment est-ce que ceci va procéder dans l'avenir, et parfois nous oublions que nous n'avons pas et nous ne prenons pas cela en compte, et nous avons l'équité sociale. Dans la plupart des activités, il y a des perdants et il y a des gagnants, et nous ne passons pas du temps à réfléchir sur ce point en termes de collaboration, parce que nous considérons tout le monde comme vainqueur, mais parfois, parce que nous ne réfléchissons pas sur ces processus, nous finissons par perdre les personnes clés. Et parfois, lorsque vous perdez les communautés, ils ne vont pas participer. Et si vous croyez qu'ils ne sont que là pour se faire de l'argent, et pour que des grands panneaux publicitaires soient installés dans nos communautés, vous allez les perdre. Donc, vous devez regarder l'aspect équité qui est mis en place. Et le point final est la diversité des variétés. Il y a certaines variétés qui ont des impacts négatifs. Mais nous ne prêtons pas attention, et nous ne prêtons pas attention à ces espèces. Nous nous disons aussi, si nous plantons cette espèce, comment est-ce que cela va impacter sur les autres espèces? Une autre dimension ou un autre aspect à considérer est de savoir, peut-être sur la dimension de l'espace, si j'améliore cet espace, comment est-ce que cela va affecter l'autre? Si, par exemple, je creuse un drainage, comment est-ce que ça va impacter sur les autres? Et nous devons continuer à travailler sur une base d'échelle. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Juste pour donner un exemple de ce que nous avons déjà fait. Cela, je vais tirer d'un projet que nous avons fait dans notre département, et nous avons entrepris une cartographie au niveau de notre communauté. Nous avons remodelé nous avons les autorités locales, nous avons les universités, nous avons les ONG, nous avons la communauté qui ont tous collaboré. Ce processus, je pense qu'il est plus productif, car lorsque vous êtes en mesure de montrer aux communautés que non, c'est pas de la faute de qui que ce soit, ce sont les gardiens, c'est le sol, ce sont les rochers, ce sont les pentes, c'est à cause de cela que vous expérimentez les inondations. Et lorsque vous élaborez dans une solution, ils vont comprendre que même si le gouvernement n'intervient pas, c'est l'environnement dans lequel ils se retrouvent. Et même si dans un environnement, si vous travaillez en collaboration avec les gens, et qu'ils se disent, si on était en mesure d'installer une zone verte, nous allons fournir de l'ombre aux enfants qui rentrent de l'école. Si vous entrez dans les communautés et que vous entreprenez une modélisation, ils vont pouvoir apprécier votre projet. Lorsque nous avons fait cela, nous avons sorti une cartographie, et c'est chaque acteur à ce niveau fournit une solution ou alors une composante de la solution. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, voilà un exemple de ce que les académiciens ont fait après la cartographie de la communauté avec les autres acteurs au niveau académique. Nous avons ajouté d'autres aspects, et nous avons élaboré cette zone. Vous pouvez rentrer au niveau des communautés et leur dire, vous êtes dans une zone prédisposée aux inondations. Vous devez donc voir les rochers, les rivières qui causent les inondations et faire quelque chose à propos. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous sommes encore sur qui? Une autre activité que nous avons entreprise était d'élaborer un questionnaire et leur poser une question sur le calendrier des inondations. Nous avons demandé à quelle période de l'année est-ce que vous connaissez le plus d'inondations? Ils ont dit à partir d'avril,
Et au sommet du mois d'avril, et le pire des incidents se déroule entre janvier et mars. Et ils ont également parlé des effets extrêmes du changement climatique qu'ils connaissent entre décembre et août. Nous avons eux-mêmes, ils nous ont expliqué ce qu'ils vivent en termes d'effets du changement climatique. C'est à eux de vous donner leur perception, de vous donner le calendrier des inondations et la manière dont ils s'en sortent pendant les périodes d'inondation. Prochaine diapo. Très bien. Alors, voici encore une partie de comment la collaboration est inclusive. Et elle tient également compte des relations émergentes. Cela ne veut pas dire que les relations demeurent les mêmes. Par exemple, par le passé, par exemple, le régime précédent en Zambie, lorsque vous voulez entrer dans une communauté, vous ne parlez pas seulement aux autorités locales qui sont censées avoir du pouvoir sur cette zone, mais le député, vous devez également vous adresser à ceux qui les soi-disant commandos. Ce sont là, c'est là les rapports de force, que nous le voulions ou pas. Et en tant qu'urbaniste, si vous voulez changer et aller au-delà de ces personnes, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, parfois, vous ne devez pas oublier ce qui se passe autour de vous. Et en tant qu'urbaniste, nous devons intégrer l'écologisme. Nous ne devons pas, chaque urbaniste, chaque planificateur devrait être un environnementaliste. Alors, nous devons élargir notre horizon et tenir compte des facteurs qui s'imposent. Les espaces verts, considérant le changement climatique, il devrait être priorisé si nous devons mitiger l'impact du changement climatique. Et dans ce sens, nous ne faisons pas assez, surtout dans nos pays. C'est quelque chose, nous sommes en train d'éliminer les zones vertes et nous allons continuer à souffrir des effets du changement climatique. C'est un peu rafraîchissant lorsque vous voyez des actions positives, des solutions positives. Voici un exemple d'une communauté. Voici une innovation, Kayama Green Innovation Center. Kayama est une zone à Lusaka et ces femmes qui cultivent des tomates, elles font partie d'une ONG. Les femmes et les jeunes ont trouvé un espace qui était occupé par les ordures et ils ont débarrassé le lieu et ils ont commencé à planter les herbes, les arbres, ils ont commencé, et si vous voyez à droite, cela permet également de générer les fonds, ce qui a été formé par les ONG qui les soutiennent. C'est que même la température, je pense que nous sommes allés là-bas, nous avons visité lorsqu'il faisait chaud, lorsque vous arrivez à cet endroit vert, c'était rafraîchissant, c'est un exemple d'une solution basée sur la nature. Les femmes s'enrichissent, elles sont du bacha, c'est la partie du transfert des technologies, de cette collaboration. Je suis convaincue que si nous amenons d'autres personnes à bord, si les gens vont dire, mais où est-ce que nous allons trouver la terre? Il y a des endroits où nous avons des dépôts de déchets. Il y a beaucoup de zones. Et voilà un autre aspect qui consiste à amener les gens à voir physiquement et à participer, les faire entreprendre des études physiques pour qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de faire. Voilà un exemple de solution sur la base de la nature. Des formations ont lieu à ce niveau où des communautés sont formées. Je pense que je vais laisser nos planificateurs, je vais leur poser la question, comment est-ce que ces solutions peuvent mitiger
nous voyons la saison pluvieuse, nous avons la hausse des eaux, cela monte à ce niveau, les eaux s'accumulent. Et quelle est le style de solution sur la base de la nature que nous pouvons utiliser? Nous voyons le fruit, nous voyons des déchets, nous avons des toilettes juste à côté. Quelle est la solution immédiate qui nous vient à cœur lorsque nous voyons cette situation? Voilà la réalité sur le terrain. Donc, si vous voyez, il y a très peu d'arbres. Ici, au moins, il y a quelques arbres qui fournissent de l'ombre. Donc, voilà, c'est un problème auquel nous devons commencer à aider à trouver des solutions en faveur de nos communautés. Sur cette diapo, je voulais juste nous dire que lorsque vous demandez à une communauté qu'est-ce que vous pouvez faire, ils vont vous donner des solutions. Ils ne sont pas aveugles. Ils savent. Ils ont également des connaissances à partager avec nous. Alors, si vous leur approchez avec des solutions basées sur la nature, ils vont vous parler de quel arbre, quelle plante va fleurir à temps et quelle ne va pas fleurir à temps. Nous ne devons pas les aborder comme des gens qui ne peuvent pas contribuer quoi que ce soit en termes de solutions. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, en conclusion, je voulais juste dire que le changement climatique n'est pas neutre vis-à-vis au genre. Nous sommes tous affectés, surtout les femmes qui vendent leurs biens au soleil. Elles ont besoin de l'ombre. Elles ont besoin d'ombre. Et la solution basée sur la nature n'a pas été intégrée, suffisamment intégrée. Et les femmes et les mesures d'atténuation qui marchent sont là et nous devons collaborer avec ces femmes lorsque nous cherchons des solutions. Et le fait que ces communautés sont prêtes avec des solutions nous fournit un point d'entrée pour les solutions basées sur la nature, que ce soit sur le long terme ou sur le court terme. Et je veux dire que de telles visites et apporter des solutions à ces problèmes vont nous aider à accélérer les choses. Merci. Merci, professeur, pour cette présentation perspicace. Nous avons quelques commentaires et des questions. La première question, professeur, était de savoir quelle action est-ce que le gouvernement a pris pour empêcher le dépôt des déchets afin de mitiger l'effet sur l'environnement. La deuxième question, le deuxième commentaire dit que c'est perspicace et intelligent de Natacha. Et la dernière question, quelle était l'étude? Quand est-ce que l'étude a été entreprise? Je pense que nous pouvons répondre à ces questions avant de passer la parole au prochain intervenant. Est-ce qu'il y a une question? Je pense que c'était les questions que nous avons. Nous avons encore une session questions-réponses. Rapidement, sur les déchets, il y a des règlements, mais la mise en œuvre de ces dispositions, très peu ont été condamnés. Mais à mon avis, nous devons commencer par les enfants. Nous devons commencer à former les enfants, à séparer les déchets, ne pas les jeter n'importe où. Car les enfants, ils apprennent et ils font ce qu'ils voient. S'ils voient les adultes jeter les déchets à travers la vitre du véhicule, ils vont faire la même chose. Je ne pense pas que nous faisons suffisamment concernant les données et quelque chose doit être fait en urgence. Je pense en 2016, je pense que ça fait partie d'un projet large que jusqu'en 2017-2018, je ne sais pas, c'est pas aussi récent. Merci. Merci, professeur. Vous ayant écouté la présentation du professeur, le concept
Madame Genda, est-ce que vous avez un commentaire avant de passer la parole au prochain intervenant? Bon, c'est là comme ma spécialité, mais ce qui se passe récemment, je ne sais pas. La municipalité de Lusaka a essayé de planter des arbres au niveau du dépôt des déchets juste pour transformer ce lieu, le rendre attrayant. Je pense à quelque chose d'autre qu'il faut considérer. Je pense la cité et la ville est également en train de créer à l'élaboration de la mise en place d'une zone verte. Ce sont les leçons que nous avons tirées de centre d'innovation de Kayama. Les gens de Kayama sont également en train de vouloir élaborer un centre d'innovation. J'ai appris qu'il y a un autre là. Donc, les villages, les villes, les villages au niveau de l'Osaka sont en train de faire de leur mieux et ils essayent de transformer les dépôts de déchets en centres verts pour mieux. Ayant écouté les intervenants, nous allons passer à notre prochain intervenant. Aïda, j'espère que vous êtes connecté. Aïda Sakala va nous donner une réflexion des deux présentations et des commentaires et exemples et des solutions si possible. Merci, merci, merci beaucoup pour l'opportunité. Je voulais juste commenter sur la présentation du professeur qui ont dit que leurs exposés étaient perspicaces. Nous pouvons dire que la collaboration est le seul moyen de mitiger les effets du changement climatique. Et le seul moyen de le faire, c'est d'utiliser les solutions basées sur la nature. Nous avons beaucoup d'options, mais nous cherchons quelque chose qui va fonctionner, qui sera propre à Lusaka, quelque chose qui va fonctionner dans le contexte de Lusaka. Nous avons également des problèmes de drainage, nous avons des, en raison des effets du changement climatique. La question est, comment est-ce que, en tant que planificateur et les autres partenaires, comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour contrôler et mitiger les difficultés? À partir des présentations, nous constatons que les facteurs principaux sont nous avons besoin d'une collaboration communautaire. Nous avons besoin de ramener tout le monde quand ce sont les communautés qui sont les plus impactées. Ce sont eux qui doivent surmonter les effets du changement climatique. Comment est-ce que nous pouvons les aider? Nous devons les former, les sensibiliser sur l'importance des solutions basées sur la nature. Nous pouvons les aider et si nous collaborons suffisamment en tant que planificateurs, nous ne devons pas seulement regarder, nous devons également considérer des choses comme comment est-ce que dans notre planification, nous pouvons regarder le contexte des villes et adopter des solutions qui sont adaptées à l'environnement. Nous pouvons également considérer les infrastructures vertes. Lorsqu'il s'agit des infrastructures vertes, tous les résidents veulent quelque chose de vert, mais nous ne savons pas quelles sont les répercussions de cette technologie. Et nous constatons que au lieu que les eaux ne bougent pas, mais inondent les surfaces. Nous devons trouver une situation où les eaux sont absorbées et lorsque nous regardons également des choses comme la récolte de l'eau de pluie dans une situation où nous avons des pluies anormales qui aboutissent aux inondations, nous pouvons employer la technologie sur la manière de recueillir l'eau de pluie et pouvoir régler le problème de drainage à Lusaka. Donc, nous pouvons essayer de récolter l'eau de pluie. Nous pouvons également travailler en collaboration avec d'autres partenaires d'affaires, les ONG, les entreprises et les autorités locales
pour les aider à gérer la situation. Nous pouvons également travailler sur l'agriculture urbaine, comme le projet Anyama, où ils ont un jardin botanique et la zone. Voilà une très bonne initiative. Nous pouvons également organiser le jardinage de communauté. Et en ce moment, nous pourrons contrôler. Au lieu d'utiliser pour le développement, nous allons pour que certains de ces espaces soient préservés pour la nature, pour que nous puissions contrôler et mitiger l'effet du changement climatique. Il y avait également une photo qu'elle a partagée, je pense, la dernière diapo où elle a montré deux exemples d'une localité où il y avait l'eau et il y avait les déchets autour de l'eau et je pense qu'il y avait un puits ou une rivière. Et même si nous voulons construire, nous devons tenir compte des sociétés de- nationales d'eau. Et si l'eau est contaminée, comment est-ce que nous pourrons gérer ces zones et comment est-ce que cela aura un impact sur... nous sommes également, il est impératif pour nous en tant que planificateur de considérer d'autres facteurs. Pourquoi est-ce que, par exemple, nous ne planifions pas pour des, des passages cloutés pour que nous puissions mitiger les défis du changement climatique et nous voulons rester en bonne santé. Nous parlons également de nos communautés où on peut utiliser les transports publics et l'énergie. Alors, la Donc, il y a nécessité d'investir dans la technologie afin d'avoir la mise en œuvre de solutions naturelles. Nous avons besoin de tout le monde d'abord. Et quand il y a besoin de la politique et de la mise en œuvre, il n'y a personne du côté du gouvernement ou bien des institutions qui peut penser au nom de tout le monde et conclure la même chose. Voilà les politiques dont nous avons besoin et voici la manière dont nous devons la gérer. Donc, pour conclure, la solution à base besoin et peuvent se réaliser si nous collaborons en tant que partenaires. Merci à tous. Merci, Ida. Je vais inviter Window. Window, s'il te plaît, quel est votre point de vue? Et peut-être vous pouvez nous donner quelques exemples comment nous pouvons engager des auteurs prenant en compte votre expérience. À quel niveau vous êtes impliqué dans les
ressources et les projets du gouvernement. Vous pouvez nous donner aussi comment vous vous engagez avec les acteurs et pour gérer l'impact du changement climatique et les solutions. Wanda, vous avez la parole. Infiniment merci. Bonjour à tout le monde. Merci pour le présentateur qui nous a donné des informations très importantes par rapport à la pensée collaborative dans le changement climatique, résilience, la durabilité nous sommes les zones où nous nous retrouvons. Je voudrais apprécier le concept clé qui est présenté par Madame Gertrude et aussi la présentation faite par le professeur Nchitu, l'image de la manière dont euh, les acteurs s'engagent dans le changement climatique. D'abord, et ce que nous voulons comprendre, ce qui est important par rapport à la collaboration, ou bien pourquoi nous devons nous stresser sur les acteurs, sur des questions relatives au changement climatique. Nous faisons sous-estimer l'effort individuel que nous faisons par rapport à la cité. Et nous devons reconnaître aussi le fait que nous travaillons en groupe. Ce que nous devons rappeler aussi, changement climatique, c'est plus stratégique qu'à travers que ce soit des frontières géographiques ou structures et aussi nous devons qu'on a des informations nécessaires pour faire face à cette histoire au travail. Il n'y a personne qui aura les ressources disponibles pour régler ce problème. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de travailler sur l'importance de collaboration, les ressources et la connaissance savoir nécessaire et aussi sur les actions connectées. Tel que je l'ai dit, rien pour les institutions des organisations, nous devons voir tout ce qui est nécessaire pour la diminution du changement climatique. L'aspect collaboratif dont nous devons prendre en compte pour que chaque individu vienne avec leurs connaissances différentes. Nous devons souvenir que nous devons amplifier le travail, l'effort de groupe. Quand les individus se rassemblent d'une manière, dans un environnement collaboratif, puisque nous pensons à travailler avec la collaboration sans cacher avec d'autres acteurs, à travers la présentation mentionnée, ce qui est clé pendant qui est le pouvoir des acteurs. Ce que nous avons identifié, la question relative au changement climatique en tant que cartographie des acteurs, qui sont ceux qui sont supposés impliquer. Puis vous avez mentionné le pouvoir des acteurs, l'intérêt. Nous devons profiter de solutions de pouvoir pour recruter d'autres personnes. Nous devons identifier et analyser les barrières des individus à l'organisation qui sont impliqués pour des questions réglées. Il y a plusieurs acteurs avec qui on peut travailler. Le gouvernement, les ONG, les académiciens et d'autres acteurs. Pour que chacun de ces acteurs travaille en ce jour un rôle différent. Quand on parle de gouvernement, il y a les politiques qui doivent être impliquées et aussi l'allocation des fonds. Quand on parle de communauté, on parle de la connaissance locale, des informations que travailler comme résultat de la technologie. La communauté, ils ont leur manière de, avec des questions, diront que tout ce qu'on voit fait face à des questions avec des expériences nécessaires en matière d'adaptation dans notre environnement. Certains exemples de ces chercheurs qui ne connaissent pas l'impact des comportements qui sont utilisés. Donc, pour que les gens doivent être informés pour changer leur comportement, l'approche quand il est question de développement, des impacts, ils sont informés, vous les verrez changer. Quand les ONG, la question de mise en œuvre de ce projet, euh, ils doivent voir ce qui a été fait, et comment est-ce que cela se réalise, quels bénéfices les gens, en ce qui concerne les académiciens, les acteurs.
et ils sont influencés par le partage des résultats qui les décideurs, les législatifs, les informations qui ressortent des académiciens et de l'institution étatique, même si les institutions, ceux qui seraient bénéficiaires pour bénéficier du changement climatique, ou le secteur privé en termes d'investissement, il nous a donné des solutions qui parlent des investissements de technologie, des infrastructures et des pratiques durables, les responsabilités nécessaires. Par exemple, la collaboration étatique peut avoir des différences au niveau local, administratif. Vous les engagez d'une manière différente, vous expliquez l'idée par rapport et vous les rassemblez à ceux qui vont comprendre. Donc, une expérience sur le projet de ressources intégrées. C'est la gestion durable qui voit aussi investir dans les animaux. Le comportement de certains, ils essayent de voir des moyens pour survivre parce que ça peut ne pas être en leur faveur, la manière dont ils s'engagent. En fin de compte, ils n'ont pas suffisamment se réaliser certains aspects. Quand on revient à l'aspect communautaire, les acteurs dans ce domaine, ils sont sensibilisés, ils sont aussi importants d'être ressources de gestion. Quand toutes ces personnes comprennent, quand ils s'introduisent dans la communauté, changent avec la communauté et les leaders, c'est plus facile pour essayer de leur dire par rapport à ce qu'ils doivent faire. À travers tout ça, ce que nous faisons, il y a la question de ressources, le besoin, parce que ils sont, il y a les aspects de recherche et dans toutes ces ressources pour sensibiliser la communauté et vous le suivez. L'un des exemples que je peux parler sur les ressources de l'engagement des acteurs quand la solution pour le changement climatique, économie verte sous le département forestier, ils sont sur cette communauté, l'information, forêt communautaire, ça rassemblé pour identifier les terrains. Ils utilisent ce terrain de forêt, ils plantent plus des arbres. Maintenant, ils profitent, ils bénéficient des sols, le terrain qui est conservé. Ils utilisent aussi d'autres choses. Et en fin de compte, ils se rendent compte que certains exemples qu'on donne où le projet commence, ce qu'ils font en termes de bénéfices qui ils sont aussi intéressés. Donc, ça devient plus facile à engager d'autres acteurs. Quand je prends l'exemple des cas que le professeur Jetуда de Kayama
ou un Lusaka, est-ce qu'ils sensibilisent les gens? Ils parlent de leur parcours, les bénéfices qu'ils font pour convaincre d'autres acteurs, surtout de la communauté, et pour comprendre, pour voir le besoin, l'importance. Un autre truc que nous ne devons pas oublier, il y a d'autres acteurs, mais qui ne sont pas au front. Ça devient compliqué pour les activités parce que la loi ne leur facilite pas. Nous devons travailler ensemble pour identifier ces acteurs, pour s'assurer que tout ce que nous faisons est fait d'une manière collaborative, coordonnée, pour voir le changement dont nous espérons en termes de solutions et aussi voir comment s'adapter au changement climatique. Merci. Merci, Wando, pour votre présentation. Je vais aller directement à Sylvia. J'espère que Sylvia est en ligne. Sylvia travaille avec le gouvernement central et avec son expérience et d'autres planifications et le développement socio-économique, planification et gestion des projets. Elle est en charge de politique et planification au ministère. Donc, Sylvia, à travers les deux présentations et le concept préalable, on aimerait avoir les réflexions sur la manière dont vous avez essayé l'impact du changement climatique en utilisant. Sylvia, vous avez la parole. J'espère que vous êtes prête. Oui, je suis prête. J'espère que vous me recevez et j'espère que vous me voyez pendant que j'essaie. D'accord. Merci pour cette introduction de ma présentation, juste pour reconnaître la présentation brillante qui a été faite par Madame Kenda et Professeur Chinto, et aussi la présentation qui a été faite par Eda et d'autres. Vraiment infiniment merci. Je vais commencer par rapport à ce que fait une présentation pour ne pas répéter ce que les autres ont dit. Je vais essayer de donner l'expérience, perspective des politiques mises en place et de notre travail qui a été fait au niveau ministériel. En termes de réflexion, de la part de la présentation de Mme Kenda, elle a parlé du fait que l'Osaka est vraiment urbanisé et je vais juste faire ressortir à travers cette présentation sur la ville de l'Osaka qui est mieux de son en fait par rapport aux d'autres districts et qui sont affectés sur ces projets du changement climatique de cette zone qui a impacté d'autres zones et aussi d'autres initiatives de politique. Je vais parler de cela plus tard. Euh, Surtout le fait qu'elle a parlé de la capacité adaptée des autres pauvres et tout ce dont nous avons besoin de voir comment nous allons les amener à s'adapter au changement climatique. Est-ce qu'ils ont la capacité, est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires? Puisqu'ils n'ont pas les moyens et les moyens nécessaires, ce serait très compliqué à parler de capacité adaptative. Euh, Et je vais aussi parler de cela
Et professeur, sous la présentation, professeur Chito, il a parlé de certains points que je ne vais pas répéter. Et j'ai beaucoup aimé l'aspect de l'engagement avec la communauté pour comprendre ce que ça veut dire la résilience. C'est très important qu'on comprenne ce que ça veut dire résilience de la perspective de nos acteurs, surtout les communautés. Et c'est très facile parler de la politique, de notre information académique et toutes ces recherches et dicter ce que ça veut dire par la résilience. C'est aussi très important de comprendre. J'ai aussi apprécié le fait que elle a démontré ce que cela veut dire pour comprendre ce que ça veut dire la résilience du point de vue communautaire. C'est aussi très important. Et quand on parle de résilience et d'adaptation, nous devons continuer avec cette conversation et cette action sur la communauté. Et les autres directions actuellement sur parle de l'adaptation climatique ou bien la résilience climatique, parler de l'impact du changement climatique pour localiser d'autres options pour, en dehors. Sur le niveau régional et mondial, nous devons concentrer nos actions, mettons nos actions au niveau très élevé et ces actions n'atteignent pas nos communautés pour faire face à l'impact du changement climatique. Est-ce que ça atteint un niveau local, les différents niveaux? Je pense que comment, combien ces interventions atteignent le niveau local? Nous n'attendons pas à réaliser environ 50% de notre cible, de l'objectif durable. Si on ne travaille pas avec le local et le gouvernement régional, si on ne les renforce pas à participer pour avoir les acteurs au niveau citoyen pour participer et en termes de l'intervention gouvernementale à ce niveau, l'urbanisation est quelque chose de très rapide à conduire plus, où nous avons plus de 60% de notre population dans les zones urbaines, surtout à Lusaka. Évidemment, cela a contribué à un changement climatique avec la montée de la température et de l'émission de gaz à effet. Nous avons vu déjà l'impact qui actuellement nous expérimentons chaleur dans le pays et la déclaration, et c'est une agence nationale et qui est concentrée et avec cette perte, surtout à Lusaka et dans d'autres zones, d'autres températures, même des maladies qui viennent. On peut même euh, au changement climatique parce que quand nous avons des gens qui vivent dans des zones qui sont très sensibles, nous avons cette vocation en termes de ce que le ministère fait et notre gouvernement fait au niveau ministériel. Notre expérience, c'est que l'actualisation de cette décentralisation, cette politique, ou bien l'animation de la politique de décentralisation a plusieurs impacts en termes de renforcement de capacité au niveau local pour accroître l'adaptation, la mitigation et généralement la capacité des personnes au niveau local pour faire face au changement climatique. Cela
un des programmes importants du gouvernement. Nous devons commencer avec ceux qui sont en Zambie savent que du ministère du Local Government et des autorités. Pour ceux qui ne sont pas en Zambie, cela a augmenté. C'est un fonds communautaire qui a commencé à financer les projets micro au niveau communautaire pour renforcer les gens afin de les permettre de participer plus au développement. Mais par le passé, 2 ou 3 ans, ce fonds a augmenté à environ 80% et c'est allé au niveau de la localité aux constituences pour permettre aux gens de décider ce qu'ils veulent faire. Et récemment, il y a eu une promotion particulière de l'utilisation de ce fonds à travers la résilience au niveau continental. Donc, si vous faisiez un projet communautaire, environ 60% de ce montant qui les permet d'aller investir dans le projet communautaire. Il y a une politique, une poussée politique pour avoir les gens à développer ces projets communautaires qui vont construire la résilience dans leur localité. Si c'est des fonds ou bien des prêts, des entrepreneurs qui investissent pour ces politiques pour s'assurer qu'ils participent à ces fonds à travers les projets qui vont augmenter la résilience. Voilà une intervention. L'autre intervention, c'est la politique délibérée qui c'est là pour les fonds qui seront alloués à environ 5% de contentieux à travers les désastres qui seront plus à cause du changement climatique, la décentralisation de la décentralisation et de l'évolution des fonds. Je vais parler aux planifications intégrées qui est très important à travers cette conversation parce qu'on parle de collaboration des efforts collaboratifs et que tout le monde doit participer. Ça fait partie des grandes politiques par le ministère pour s'assurer que chaque autorité locale, nous avons environ un certain nombre dans le pays pour s'assurer qu'ils ont des plans intégrés de développement à travers la nature de ce plan. Cela amène tous les acteurs à travailler ensemble et identifier dans quel domaine qu'ils ont et prioriser ce qu'ils doivent faire. Euh, euh, et, et ce qui est très important, si vous devez c'est très important aussi de se faire dans certains domaines de développement pour eux-mêmes. Plus de choses à travers. Je pense qu'actuellement, et nous avons anticipé à avoir tout 116 communautés, avoir un autre problème sur lequel je peux travailler, c'est un cadre de développement. C'est du fait qu'il y a plusieurs niveaux des interventions, donc au niveau national, ce qui est notre cadre et quelles sont les politiques disponibles. La première disposition politique que nous avons, c'est le plan de développement national qui est bien clair sur la manière dont nous devons faire face au changement climatique et comment nous devons faciliter l'adaptation et la mesure de mitigation et de l'aspect spécial. Il y a des écarts parce que nous n'avons pas d'autres problèmes qui veulent conduire au développement. Nous avons développement économique, mais nous n'avons pas un cadre qui est à un niveau de développement. Nous savons que c'est très important parce que le développement ne se passe pas à travers cette phase. Nous avons être guidés et nous devons s'assurer que nous protégeons ceux qui sont dans les zones environnementales sensibles. Et nous avons les ressources de développement est dirigé à travers ces espaces qui vont
assurer le développement durable. Voilà un autre multidisciplinaire, institutions multidisciplinaires qui sont faits sur de venir apporter leur rendement pour les activités dans le pays. Et je pense que c'est aussi très progressif à travers des actions collaboratives contre le changement climatique, les impacts du changement climatique. Et cela va avoir des composants particuliers qui va faire sortir comment les acteurs doivent collaborer. C'est très, très important. Un autre aspect, je pense que le dernier sur lequel je vais parler, c'est la politique délibérée. Hein, c'est le fait que pas environ 60% de la population urbaine à Lusaka réside dans certaines zones. Vous pouvez imaginer à quel niveau nous avons la mise en place au pays, surtout à Lusaka, particulièrement le problème qui se pose dans la zone urbaine qui ressortent du gouvernement. Très important que nous faisons face à cela, surtout hein, depuis le niveau présidentiel, d'avoir toutes les dispositions mises à jour. Dr. Chita a mentionné, je pense que Mme Genda et d'autres ont mentionné ces installations que nous avons et le problème auquel on est confronté à cause de ces installations. Actuellement, il y a un projet qui est en train de pour régler l'un des installations, surtout probablement dans le pays, qui est à Kayama, et aussi un autre qui est que ce projet reçoit plusieurs priorités de la part de l'économie. Les ressources sont déjà mises en place pour ce projet pour reprogrammer et redéployer cela pour que ces personnes, surtout ceux qui seront affectés par d'avoir les installations qui seront mieux planifiées dans les zones où nous sommes guidés par les principes environnementaux pour s'assurer que cela est durable. Voilà l'un des projets majeurs qui se réalisent actuellement et les démonstrations à travers les engagements pour améliorer cette installation, y compris améliorer la vie des gens. Quand nous avons eu le problème de choléra, Kayama faisait partie de cette zone. Et quand nous avons amélioré cette zone, une fois cela a été amélioré et réglé, tous ces problèmes doivent être résolus. Principalement, ça a été fait et ayant à cœur pour les principes environnementaux dont nous avons parlé par rapport à la mitigation et l'adaptation et apporter nouvelles solutions environnementales de aménagement, collecte des déchets et les drainages, ainsi de suite. Voilà encore une autre expérience clé qui est en cours et que nous pensons régler, avoir l'impact que nous attendons. Je vais parler dans la gestion des déchets solides. Nous allons organiser d'autres formations. Je vais vous donner une minute pour conclure parce que nous avons fini. Je vais essayer de finir. Je vais parler de renforcement de capacité comme le dernier point des autorités communales. Dans notre procès collaboratif et notre demande pour faire face à l'impact du changement climatique, c'est très important que l'autorité locale qui agit avec la communauté, comment ils ont la capacité. Et je dois dire que en termes de spécifique, le changement climatique a été
plusieurs finances, capacités techniques portées aux autorités locales. Je pense que nous impensons avoir cette collaborer avec d'autres institutions, avoir plus de ressources au niveau de le changement local pour le changement climatique, avoir plus de formations qui seront entreprises au niveau local pour que nous ayons plus des interventions durables avant l'impact du changement climatique. Voilà ce que j'ai préparé pour cette discussion. Je vous remercie pour l'opportunité qui m'est donnée. Merci infiniment. Merci infiniment. Je vous remercie tous, nos intervenants, nos participants qui ont pris part à cette session et la formation. Nous espérons avoir plus. Je vous remercie tous pour cette opportunité. Je suis très heureuse que cette discussion et la formation a pris compte, y compris l'égalité au niveau des champs, la représentation, l'adaptation climatique et la réduction des désastres et la mitigation au niveau les informations de la donnée, la technologie et tout qui peuvent partir à la réalisation à l'Osaka. Je suis très heureux que nous avons des exemples. Merci à tous d'avoir pris part à cette formation. Espérons avoir plus de formations. On peut partager le rapport le plus tôt que cela soit prêt. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir.